Quelle est la meilleure chose dans le fait d'être père? Quand mes enfants restent dehors et m'attendent pour que je rentre du travail, et chaque fois que je sors du véhicule, ils crient ⁇ Papa, papa, papa ⁇ Un jeune père, tragiquement, ne rentrera pas chez lui auprès de sa famille parce qu'il a été abattu sur le parking d'un magasin Target, apparemment à la suite d'une dispute pour une place de parking. Le monde entier est-il devenu fou? Nous analysons ce que nous savons de cette affaire terrible et ce que la police cherche encore à élucider. Et la question la plus importante, pourquoi cela s'est-il produit? Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Nous suivons cette histoire depuis le début et continuerons à vous fournir les mises à jour. Et l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons le faire, c'est grâce au soutien que nous recevons de Morgan Morgan, notre sponsor. Le principal cabinet d'avocats en préjudice corporel aux États-Unis compte plus de 1000 avocats et a récupéré 25 milliards pour plus de 500 000 clients. Rien que ces derniers mois, un client en Floride a reçu 12 millions alors que l'assurance n'offrait que 350 000. En Pennsylvanie, un autre client a obtenu 26 millions, soit 40 fois l'offre de l'assureur. Morgan Morgan, ils facilitent la lutte pour ce que vous méritez. Vous pouvez déposer une réclamation sur votre téléphone, même en cas de blessure, via forthepeople.com/lc-sidebar. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le QR code à l'écran. Nous voulons parler de Senseless, un mari. Un père de 3 enfants a été abattu sur le parking d'un magasin Target, à Savannah, en Géorgie, le week-end dernier, après une prétendue altercation au sujet d'une place de parking. Nous parlons d'une dispute pour une place de parking, c'est ce qui est rapporté. Cette fusillade a transformé un dimanche après-midi ordinaire en cauchemar, la police ayant dû boucler le parking avec un ruban de scène de crime, et ils ont arrêté un suspect. Nous évoquons la mort de Matthew Trewick, 33 ans, employé chez Veden Automotive à Savannah. Il se trouvait sur le parking du Target lorsqu'il aurait eu une altercation avec un autre homme, Tyler Edward Lynn, âgé de 30 ans. La rencontre a dégénéré en fusillade, laissant Matthew au sol, blessé et saignant, le dimanche 4 janvier vers 16 heures. Ces appels frénétiques ont commencé à affluer. La police de Savannah a tweeté qu'elle intervenait sur une fusillade, puis a ensuite communiqué ces informations. Le service de police de Est intervenu dans le pâté de maison 14 000 d'Apcorn, où ils ont trouvé un homme adulte blessé par balle. Transporté à l'hôpital, il a succombé à ses blessures. Un suspect masculin adulte a été placé en garde à vue. Veuillez appeler le 9 122 342 020 ou utiliser l'application si vous avez des informations. Maintenant, WSAV a rapporté que le tireur présumé, Lynn, est resté sur place et a été arrêté. C'est un détail important si c'est vrai. Les registres du tribunal du comté de Chatham montrent qu'il a été inculpé d'agression aggravée et de meurtre. Un porte-parole de Fort Stewart a déclaré à WSAV que Lynn était dans l'armée d'août 2015 à octobre 2023. Il aurait récemment servi à la base aérienne Hunter à Hinesville, en Géorgie, comme réparateur de systèmes d'aéronefs sans pilote pendant les 2 dernières années de sa carrière militaire. Il avait le grade de spécialiste selon le reportage de WSAV, mais il convient de noter qu'il n'a jamais été déployé. Les responsables de l'armée n'ont pas pu préciser aux médias le type de libération reçue à sa sortie, honorable ou non. Cette question doit donc être évaluée. Mais nous avons le maire de la ville, Van Johnson, qui a apporté un éclairage sur tout cela en partageant cette citation. Aujourd'hui, notre communauté a été bouleversée par un acte de violence tragique dans un lieu où les gens devraient se sentir en sécurité. Le service de police de Savannah est intervenu sur le parking Target de la rue Abercorn après des signalements de fusillade liés à une dispute pour une place de parking. Un homme adulte a été touché et est décédé plus tard de ses blessures. Nous avons le suspect en garde à vue et l'enquête est toujours en cours. Nos pensées accompagnent la famille et les proches de la victime. Aucun différend, qu'il s'agisse d'une place de parking ou autre, ne devrait mener à la perte d'une vie. Cette violence inutile et superflue souligne la douleur quotidienne ressentie par les familles à travers notre ville et l'urgence de notre travail collectif pour réduire la violence armée et renforcer la sécurité de la communauté. Johnson a poursuivi. Cette tragédie rappelle l'importance de renforcer la prévention de la violence, la résolution des conflits et le soutien communautaire. Honorons la vie perdue aujourd'hui en nous engageant pour une Savannah plus sûre et plus compatissante. Police de Savannah. Ils ont publié très peu de détails sur la fusillade, les circonstances de la fusillade, la chronologie, les événements. À part cela, Trewick Mathieu. Trewick a été transporté d'urgence à l'hôpital. C'est là qu'il est décédé.
Mais je dirais que la communauté autour de Savannah a été en effervescence avec cette nouvelle. Ceci arrive souvent en ligne. Par exemple, dimanche, une personne a déclaré sur Reddit avoir assisté à cette altercation. Précisons qu'il ne s'agit que de son témoignage. Les détails précis n'ont pas été confirmés par les autorités, mais cet utilisateur a écrit sous le titre Fusillade au Target Southside, forte présence policière. Un homme a tiré sur quelqu'un 3 fois dans la poitrine. Il était avec sa fille, il saignait au sol pendant qu'elle le suppliait de continuer à respirer et de ne pas mourir. L'homme qui a tiré a retiré le chargeur de son arme, l'a posé sur sa voiture et a attendu la police sur le côté. Évitez la zone. J'ai besoin d'un verre. Un autre utilisateur dans les commentaires a précisé que c'était la femme de Mathieu, Michaela, et non un de ses enfants qui essayait de le sauver. Cette personne dit que les 3 enfants du couple étaient en fait à l'intérieur de la voiture. Encore une fois, pour être clair, la police n'a pas confirmé cela. Ce que nous pouvons dire, c'est que si tout cela est vrai, c'est absolument horrible. Ensuite, une autre personne en ligne affirme connaître ou avoir entendu parler du suspect, ont-ils écrit. Lynn a souvent coupé la route à des conducteurs, freiné brusquement devant eux et suivi ceux qui l'avaient contrarié, allant parfois jusqu'à les affronter physiquement. Je sais qu'il a percuté une voiture lors d'une crise de rage au volant et prétendu avoir fait un rapport de police. Il ne semblait pas l'agresseur. Il a aussi des antécédents de violence hors route. Toutes ces choses finiront par être révélées. Que Dieu repose l'âme de la victime et toutes mes prières vont à ceux qui restent après ce crime insensé. Encore une fois, la police de Savannah n'a officiellement confirmé aucune de ces informations. Nous ne savons même pas si cette personne ou ces personnes ont été interrogées par la police. Mais si c'est vrai, c'est une perspective intéressante. Et si c'est vrai, je le dirai aussi. Dans ce genre d'affaires, parfois, ces preuves d'épisodes passés, de comportements prétendument agressifs dans le passé, peuvent être utilisées pour montrer un schéma, pour éclairer ce qui s'est passé ici. Je dois aussi vous dire, d'ailleurs, que nous n'avons pas pu trouver d'autres dossiers judiciaires concernant Lynn dans les archives en ligne du comté de Chatham. Nous sommes limités dans nos connaissances, mais voici ce que nous savons. L'employeur de Mathieu, Vaden Nissan de Savannah et Vaden Automotive, pourrait posséder plusieurs concessions. Ils ont été parmi les premiers à l'identifier comme victime, publiant une photo de sa famille et écrivant « Nous avons le cœur brisé par la perte de Mathieu Trewick, précieux membre de la famille Vaden depuis des années. Nos pensées et nos prières accompagnent sa femme, ses enfants et ses proches pendant cette période incroyablement difficile. Nous demandons le respect de la vie privée de sa famille et de notre équipe pendant que nous pleurons cette perte tragique, ainsi qu'après la fête des pères, Vaden Automobile. » Ils ont publié une vidéo de Mathieu parlant de ses 3 enfants. Regardez, qu'est-ce qu'un père veut vraiment pour la fête des pères? La paix et le calme. Ce que tu préfères dans le fait d'être père? Quand mes enfants restent dehors à attendre que je rentre du travail et chaque fois que je sors du véhicule, ils crient « Papa, papa, papa ». J'ai un bébé de 2 mois, un enfant de 2 ans et un de 4 ans. C'est tellement triste. Et oui, Lynn est innocent, et donc jusqu'à preuve du contraire, il aura l'occasion de présenter sa défense. Mais au final, si ce reportage est vrai, c'est tellement insensé. Cela n'avait pas besoin d'arriver, d'ailleurs, c'est ce que dit la publication de l'entreprise à propos de cette vidéo. Qu'il s'agisse de guider des clients ou des enfants, Matt Trewick apporte du cœur et de la sagesse dans tout ce qu'il fait. En cette fête des pères, nous saluons son rôle de père fier et de membre précieux de notre équipe. En 2021, la concession a publié une photo de Mathieu, souriant avec un gâteau, marqué 62. La publication disait « Nous sommes très fiers de Mathieu Trewick, notre professionnel des ventes, qui a dépassé son 62 véhicules. Félicitations, un ami de la famille a créé une cagnotte GoFundMe pour aider la veuve de Mathieu, Michaela, et leurs 3 jeunes enfants. Le montant récolté a rapidement dépassé les 130 000 mercredi matin. C'est vraiment incroyable. Et l'organisateur a écrit sur la page GoFundMe. Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait un don et partagé jusqu'à présent. Le soutien massif des dernières 24 heures redonne foi en l'humanité après une telle tragédie. Michaela a une armée de membres de sa famille élargie et d'amis qui la soutiennent pour les tâches quotidiennes, les enfants, les besoins essentiels et les repas. Nous vous informerons de tout besoin supplémentaire dès qu'il se présentera. Donc pour l'instant, il n'est pas clair si Lynn et Mathieu se connaissaient ou s'ils avaient eu une quelconque interaction avant la dispute, ou apparemment cette dispute à propos de la place de parking. Les dossiers du tribunal semblent indiquer que Lynn est détenu sans possibilité de libération sous caution, et que sa première comparution devant le tribunal est prévue pour le 29 janvier. J'espère qu'avec l'avancée de l'affaire, nous aurons plus d'informations.
Je souhaite aussi l'aborder autrement pour essayer de donner un sens à tout cela. Si c'est même possible, permettez-moi d'inviter le psychiatre légiste, le docteur Daniel Bober, dans la conversation. Docteur, merci beaucoup de prendre le temps. Je ne peux pas m'asseoir ici aujourd'hui et dire que c'est la première fois que nous voyons quelque chose comme ça. Je veux dire, peut-être. Le plus notable, c'est que j'en ai parlé dans Prime Crime et je crois qu'on l'a aussi abordé dans Sidebar. Il y a eu l'affaire Michael Drake en Floride. Il y a des disputes pour des places de parking, des emplacements de stationnement. Il y a des disputes tout le temps dans les supérettes et les cinémas, on dirait. Nous ne connaissons pas toutes les circonstances ni tous les faits de cette affaire. Mais pourquoi cela arrive-t-il? De manière générale, pourquoi voyons-nous des inconnus se retrouver dans des conflits physiques dans ces endroits? Donc il s'agit vraiment d'un acte d'agression réactive. C'est évidemment associé à la colère, à d'éventuels déficits dans le contrôle cognitif et la régulation émotionnelle. Et en réalité, cela se résume à une offense perçue ou au sentiment d'être manqué de respect. C'est quelque chose que l'on voit tout le temps, comme vous l'avez dit, mais certaines personnes ont simplement une réaction complètement disproportionnée. Et quand les gens deviennent en colère, leur attention se rétrécit, ils perdent leur capacité à résoudre des problèmes, à se détacher, à réinterpréter, à prendre du recul. Et lorsqu'il y a la présence d'une arme à feu, il y a beaucoup plus de chances que ces confrontations deviennent mortelles. Donc vous avez le scénario, l'individu et la présence de l'arme à feu qui forment vraiment la tempête parfaite. Avez-vous l'impression de voir plus d'incidents comme celui-ci au cours des 10 dernières années? Pensez-vous que les gens sont peut-être plus sur les nerfs de nos jours? Pensez-vous qu'il se passe quelque chose d'inquiétant? Oui, je pense que les gens sont plus en colère. Et il y a ce genre de biais d'attribution hostile où, lorsqu'on se trouve dans une situation qui peut être ambiguë, les gens tirent immédiatement des conclusions. Leur premier réflexe est de croire qu'il s'agit d'hostilité à leur égard, qu'ils sont visés, ce qui, selon moi, pousse les gens à perdre leur sang-froid plus vite aujourd'hui. En supposant qu'il ait fait cela pendant 1 minute. Si vous deviez interroger quelqu'un qui aurait été impliqué dans une altercation physique présumée comme celle-ci, une altercation violente comme celle-ci, se souviennent-ils même de ce qui s'est passé? Ou leur esprit devient-il vide, étant donné le traumatisme de cet événement, étant donné la rapidité avec laquelle quelque chose comme cela se produit? Quelle est leur mémoire? On se demande toujours dans ces cas, surtout à un stade aussi précoce. Mais si quelqu'un a invoqué la légitime défense ou expliqué sa version, se souvient-il vraiment de ce qui s'est passé? Souvent, non, ils ne s'en souviennent pas. Quand toutes ces hormones et neurotransmetteurs circulent, l'adrénaline, ils n'ont pas un souvenir précis de la situation. Mais quand je parle à quelqu'un comme ça, ce que je voudrais savoir, c'est s'il y avait une relation préalable entre l'agresseur présumé et la victime. Était-il sous l'influence de substances? Y avait-il des antécédents de violence? Avaient-ils été diagnostiqués avec une maladie mentale? J'aimerais vraiment avoir des réponses à toutes ces questions. En ce qui concerne Lynn, nous avons déjà parlé de ce passé militaire. Il y a une personne qui affirme apparemment avoir été témoin de ce qui s'est passé. Affirme que Lynn a immédiatement retiré le chargeur de l'arme et l'a posé sur la voiture. Nous ne savons pas si c'est vrai, mais en supposant que ça le soit un instant, c'est très procédural. C'est comme un réflexe très intéressant venant du milieu militaire. Tu te demandes, est-ce que ça vient de l'entraînement militaire? Qu'est-ce que tu en penses? Et d'ailleurs, il est apparemment resté sur les lieux. Donc l'entraînement militaire est certainement un facteur de risque. Je ne pense pas qu'il ait été déployé, même si je peux me tromper. Il ne l'était pas, il l'était. Je pense que côté entraînement, c'est tout l'objectif de l'entraînement militaire, non? Quand les gens sont dans des situations stressantes, ils se reposent sur leur entraînement. Ils se reposent sur une procédure. Donc, ça semble vraiment ressembler à une procédure, si tu veux, la façon dont il a réagi. Et c'est certainement un facteur de risque, c'est sûr. Si tu avais l'occasion de l'interviewer, qu'aimerais-tu savoir sur son passé? Qu'aimerais-tu savoir sur sa formation militaire et son temps passé dans l'armée? Donc évidemment, on sait qu'il n'a pas été déployé. Je voudrais savoir quelle était sa spécialité dans l'armée. Est-ce qu'il a eu des problèmes pendant l'entraînement de base? Y a-t-il un historique de stress lié au combat, un historique de conflits antérieurs pendant sa formation, des problèmes d'opposition, des problèmes avec l'autorité? Ce sont toutes des questions que je poserai. Et pour être clair sur un point, ceux qui ont servi ou les anciens combattants, ce n'est pas comme s'ils allaient faire ce genre de choses. Et il est innocent jusqu'à preuve du contraire, vous savez, jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable. Mais voyez-vous des cas où des personnes ayant servi dans l'armée ou des anciens combattants de quelque sorte, qu'ils aient été d'une manière ou d'une autre impliqués dans des altercations violentes,
OS, vous savez comment ils sont. Comme toute personne impliquée dans des altercations violentes, on ne peut pas simplement dire que c'est un segment de la population, mais ils sont, je veux dire, vous savez, c'est une partie de la conversation ici, son passé. On en parle pour une raison particulière. Voyez-vous des gens avec ce genre de passé? Ont-ils reçu ou connu des violences dans la vie publique et civile? Oui, moi, j'ai travaillé en profondeur dans le système de l'administration des anciens combattants, ainsi qu'avec des militaires en service actif, et surtout avec ceux qui ont été déployés ou exposés au stress du combat, qui ont reçu une formation militaire. Certainement, les personnes ayant un passé traumatique peuvent réagir beaucoup plus rapidement et sans réfléchir à la situation. Donc ce n'est pas du tout leur faute. À cause de leur service envers leur pays et du fait qu'ils ont risqué leur vie pour protéger notre liberté. Très souvent, ils souffrent de stress post-traumatique, ce qui peut les amener à réagir plus rapidement dans ce genre de situation sans vraiment réfléchir. Vous savez, il est rapporté que les enfants de Matthieu, qui apparemment sont très jeunes, auraient pu être présents lors de la fusillade. Maintenant, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce n'est pas tout à fait clair. Mais s'ils étaient présents et s'ils ont vu cela, vont-ils se souvenir de ce qui s'est passé? Que sait-on de l'impact de la violence sur un jeune si jeune? La violence qui touche quelqu'un d'aussi jeune, dont le père est maintenant décédé? Je veux dire, à quoi devrait-on penser dans ce cas-là? Donc, cela dépend vraiment de l'âge des enfants, cela dépend de ce qu'ils ont réellement vu. Savez-vous s'ils étaient dans la voiture ou de l'autre côté quand c'est arrivé? Ont-ils vraiment vu sa mort, le moment où il a été abattu? Facteurs génétiques, expériences antérieures. La plupart des enfants sont généralement résilients et s'en remettront, mais une telle situation les expose à un risque bien plus élevé de stress aigu ou de troubles de stress post-traumatique. Comment cette famille peut-elle aller de l'avant? Vous savez, un jour à la fois, le traumatisme, le deuil, c'est un processus, ce n'est pas un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint. On ne revient jamais à la normale, entre guillemets. C'est la nouvelle normalité, ils devront avancer un jour ou une heure à la fois. Pensez-vous qu'il y en aura une? C'est encore le début, on rassemble les éléments. Pensez-vous qu'une évaluation de la santé mentale sera faite dans l'affaire? Oui, très probablement, je pense qu'une évaluation de la santé mentale aura lieu. Cela pourrait influencer une stratégie de défense si un accord est proposé, mais je pense qu'une évaluation de la santé mentale sera incluse. Comment ça marche? La défense demanderait-elle une évaluation mentale qui serait ensuite contestée par les experts de l'accusation? Expliquez comment cela se passe parfois dans ce type d'affaires. Donc, je crois que la défense peut le demander, en fait, le juge peut le demander. Et je pense que, vous savez, au début, en regardant comment cela se déroule, je pense qu'une défense basée sur la santé mentale ou la santé mentale jouera un rôle dans la défense. Mais pour être clair, je veux dire, s'il est resté sur les lieux, cela semble être une reconnaissance de ce qui s'est passé et qu'il avait fait quelque chose de mal. Je veux dire, prétendument. Une autre façon de voir, c'est si vous faites face à une situation. Je ne dis pas que la folie est envisagée ou pertinente ici, mais il part, vous savez, d'un exemple clair. Parfois, une personne commet un crime sans réaliser ce qui s'est passé et reste sur place. Ici, cela ne semble pas être le cas. Mais si vous parlez de quelqu'un qui reste sur les lieux, cela pourrait compliquer les défenses liées à la santé mentale d'une certaine manière, n'est-ce pas? Tout dépend de la façon dont vous racontez l'histoire, non? S'il est présent, cela peut être vu comme une reconnaissance de culpabilité. Mais on peut aussi voir sa fuite comme un aveu de culpabilité. Tout dépend de l'interprétation des faits et de la manière dont on raconte l'histoire. Quelle affaire triste, c'est horrible. Tragique. J'essaie de comprendre, je suppose. La seule chose que je demanderais, c'est, encore une fois, nous ne connaissons pas tous les détails ici, nous ne connaissons pas toutes les circonstances. Les gens sont souvent en conflit, réagissant par la lutte ou la fuite. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux gens de faire? Parce que c'est très difficile de regarder en arrière et de dire comment quelqu'un aurait dû répondre ou réagir. Et vous savez, les émotions sont incontrôlables. S'il y a une altercation, conseillez-vous les patients d'une certaine manière? Conseillez-vous aux gens ce qu'ils devraient faire? S'ils se retrouvent dans une altercation potentiellement violente? Ou, laissez-moi dire ceci, une altercation qui pourrait dégénérer en violence physique, que recommanderiez-vous? Donc évidemment, les armes à feu sont un sujet politique très sensible, mais je ne le vois pas d'un point de vue politique, je le vois d'un point de vue de santé publique.
Lorsque vous avez une situation comme celle-ci, et lorsque vous avez des armes à feu chez vous ou dans votre voiture, et qu'il y a une confrontation de ce type, il y a une probabilité beaucoup plus élevée de létalité rien que par la simple présence de l'arme à feu. Si vous parlez aux gens et que vous leur dites « Vous savez, ne rendez pas votre arme à feu si accessible », c'est essentiellement ce que vous allez leur dire. Ils vont essentiellement dire cela. Ça va à l'encontre de l'intérêt d'avoir une arme à feu, non? Ils veulent l'avoir prête à l'emploi en cas de confrontation armée. Mais il y a certaines personnes qui peuvent être plus réactives, qui peuvent perdre leur sang-froid, qui peuvent ne pas réfléchir, et ce ne sont probablement pas des personnes qui devraient posséder des armes à feu. Je vois cela constamment à l'hôpital avec mes patients. Certains viennent après une confrontation, d'autres arrivent en se tenant une arme sur la tempe. Nous devons leur retirer leurs armes à feu, car ils ne devraient pas en avoir. Il faut aussi considérer leur tempérament et se demander si c'est vraiment la personne que vous souhaitez. Avoir une arme à feu, parce que les gens devraient avoir le droit d'en posséder, mais tout le monde ne devrait pas en avoir. Merci, docteur Daniel Bober, pour votre temps. Je vous en prie, c'est un plaisir. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme de podcast habituelle. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis GC Weber, je vous parlerai la prochaine fois.